Est-ce la plus grande équipe de France de l'histoire que l'on ait jamais vue? On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ce premier quart de finale de la Coupe du Monde 2026, France-Maroc, et cette victoire 2-0 de l'équipe de France. Tout simplement injouable, les Bleus hier soir du côté de Boston face au Maroc, et la France verra donc encore une fois pour la 3e édition consécutive le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est juste stratosphérique pour la dernière de Didier Deschamps. Ils nous sont en train de nous pondre masterclass sur masterclass et ça devient presque déroutant pour chaque adversaire qui fait face aux Bleus. C'est juste exceptionnel. On est parti donc pour un petit débrief tactique avec quelques petites news à droite à gauche avant d'aborder également le Espagne-Belgique de ce soir. Vous pouvez donc vous abonner, liker cette vidéo. Bref, vous connaissez la musique. On est parti donc pour ce France-Maroc édition 2026 du nom. Victoire donc de l'équipe de France 2-0. Première équipe à voir les demi-finales de cette Coupe du Monde. En attendant son adversaire du soir, Espagne ou Belgique, ça sera le 14 juillet, cette demi-finale, le jour de fête nationale. Et je peux vous dire qu'avec les Bleus, c'est la fête du football assez souvent, au vu des performances. Encore une fois, victoire 2-0 contre le Maroc. Le Maroc n'a absolument pas existé sur ce match-là. Les stats sont terrifiantes, 48% du ballon, 3,69 XG à 0,14, 22 tirs à 5, 28 ballons touchés dans la surface de réparation adverse à 8 pour les Marocains qui ont absolument pris l'eau sur toute la rencontre collectivement. C'était assez bluffant de la part de l'équipe de France. Une seule frappe de marocaine dans la surface de réparation de Mike Maignan, c'est Naila El Niaoui. Et sinon, regardez-moi ce nombre de points bleus, de frappes françaises, 22 frappes, 8 cadrées. C'est juste absolument terrifiant. Ce Maroc-là a eu énormément de mal à exister sur cette rencontre. On a des petits screens pour illustrer tout ça. Et on a déjà les compositions de départ qui étaient attendues forcément, puisque du côté français, à part l'absence d'Aurélien Tchouaméni, qui a été remplacé par Manu Koné, et quel remplaçant Manu Koné. Sur ce match-là, on y reviendra, parce que Manu Koné, Adrien Rabiot, c'était juste fantastique. Là, j'ai osé douter potentiellement de leur association. On n'a pas douté parce que individuellement c'est extrêmement fort, mais alors là collectivement les deux ils se sont régalés tout le match. Et c'était la présence de Désiré Doué également à la place de Bradley Barcola. C'était à chaque fois c'est l'interrogation un petit peu de savoir qui jouera sur le côté gauche avec Lucas Digne. Est-ce que ce sera Bradley Barcola, est-ce que ça sera Désiré Doué? C'est Désiré Doué qui a été choisi, et je pense qu'il a été choisi dans un but très précis. On ira l'illustrer un petit peu après dans ces petits screens rapidos, parce que Désiré Doué avait un rôle spécial. C'était Guy Stéphane qui l'a dit, je l'avais vu, je n'ai vu cette déclat passer qu'à la pause fraîcheur, et du coup j'ai re-regardé après derrière plus précisément Désiré Doué. Effectivement, il avait un rôle attitré. Côté marocain, forcément, il y avait des interrogations. Shadi Red allait-il être apte pour ce quart de finale? Non, le défenseur de Crystal Palace n'était pas là, et ça c'est un énorme coup dur pour le Maroc qui est encore une fois arrivé un petit peu décimé avant de jouer l'équipe de France en Coupe du Monde. Ça rappelle un petit peu il y a 4 ans, et donc Mohamed Wabi a composé un 11 sans numéro 9, avec Noussair Mazraoui dans l'axe, qui avait l'habitude parce qu'à Manchester United il a joué dans cette zone-là, et donc il a remplacé Shadi Riyad, ce qui a conduit à la titularisation d'Anas Salahedine sur le côté gauche, l'ancien joueur du PSV Eindhoven, le néo-romain. Salahedine qui a plutôt fait un match très correct. Et c'était de savoir qui allait remplacer Ismaël Saïbari devant. On aurait pu attendre Soufiane Raimi qui était rentré contre le Canada à sa place, qui avait marqué, qui est resté sur une bonne dynamique. Et en fait, pas du tout. C'est une association à 2, parce qu'en réalité, c'est pas du tout un 4-2-3-1 proposé par le Maroc, c'est plus un 4-4-2 avec Bilal Khanous et Asdi Nounaï devant, en faux neuf, qui décrochait beaucoup pour libérer l'axe pour les Chessim Talbi et Brahim Diaz. Mais on va voir que ça a été contrecarré un petit peu, cette idée de plan de Mohamed Wabi, qui peut-être est passé à côté de son match, lui, hier. En tout cas, il a perdu peut-être la bataille tactique face à Didier Deschamps. C'est un nouveau coach qui est récent dans des équipes premières. C'est pas scandaleux pour Mohamed Wabi d'avoir perdu une bataille tactique, il s'en remettra. C'est en tout cas l'un des top coachs de cette Coupe du Monde qui a proposé beaucoup de choses qui ont plu. Mais là, sur ce match-là contre l'équipe de France, ça a été très compliqué. Alors vous connaissez la recette, on prend les screens. Pas du tout bien pris d'ailleurs. On prend les screens, on les affiche correctement et on est parti avec Epic Pen, le stylo. Forcément, on commence donc du coup avec ce que je disais, le Maroc était aligné en 4-4-2, Asdi Nounaï, Bilal Khanous devant, la ligne de 4 au milieu de terrain, avec notamment Boadi, El Alniaoui, Chessim Talbi à gauche, Brahim Diaz à droite pour couvrir les
les largeurs, et on voit dès le début du match Kylian Mbappé qui est ici, qui aime bien s'insérer entre les intervalles pour décrocher, et on verra que les décrochages de Mbappé ont parfois fait un peu mal à cette équipe marocaine, mais globalement, ce qu'il faut voir sur ce screen-là, c'est comment le Maroc composait avec et sans ballon, et bien c'était ce 4-4-2, donc avec Ounahi et El Khanous, devant énormément d'équipes sur cette Coupe du Monde défendent en 4-4-2 à plat. Vraiment beaucoup. Parfois des équipes, mais même l'équipe de France le fait, parfois, même si on a ces 4 offensifs alignés, cette largeur exploitée avec le ballon. Sans ballon, il y a beaucoup d'équipes qui défendent en 4-4-2 à plat pour essayer de contrecarrer un petit peu les plans adverses. On a donc, dès la 3e minute de jeu, je le disais, le petit décrochage de Kylian Mbappé qui a un enchaînement de frappes assez rapide. C'est la première grosse occasion du match. On voit, il va s'insérer dans ce carré-là. On a El Alniaoui ici, Issa Diop, Boadi, et ici, je pense que c'est Ounahi. Dans ce carré-là, Mbappé va s'insérer dans l'intervalle, se retourner très très vite. Vous voyez qu'Issa Diop est un peu loin de Mbappé, et il va pouvoir enchaîner très très vite. Mais Issa Diop, il est loin de Mbappé parce que Mbappé, il a une vitesse d'exécution, une vitesse d'enchaînement de contrôle, retourné, frappe qui est assez hallucinante. C'est pas le seul dans cette équipe-là qui a cette capacité-là, mais vous verrez que Issa Diop, un peu loin de Mbappé, qui le laisse en position de frappe à l'extérieur de la surface de réparation. Ils le paieront cash, les Marocains, malheureusement, un petit peu plus tard sur cette rencontre. Mais voilà, déjà, dès le début du match, on sent que le Maroc n'a pas vraiment de solution, c'est pas sortir les ballons, est un peu acculé sur son but. Yacine Bounou s'est employé à plusieurs reprises pour essayer de maintenir les Lions d'Atlas dans la rencontre. Et on a vu pendant ce match-là, beaucoup de fois même, et parfois ça m'a vite sauté aux yeux, c'est Anas Salahedine en fait. Vous voyez là, vous avez donc ce bloc marocain qui a le ballon assez bas. Salahedine en fait vient aux côtés d'Ayoub Boadi dans l'axe pour essayer d'amener un petit peu de densité dans l'axe, laisser l'espace. Là, je crois que c'est Asdin Ounahi qui est venu très très bas, décrocher sur le côté gauche, et Nel Alniaoui qui vient en tant que 3e défenseur central. Vous avez à côté Noussair Mazraoui et plus loin Issa Diop qui est par là. Et plusieurs fois, Salahedine est venu dans l'axe, aller s'insérer dans l'axe pour tenter d'aller dans l'intervalle entre Olysée Mbappé, entre Rabiot Koné, entre Olysée Rabiot, voilà, dans ces petits intervalles-là pour essayer d'aller décrocher et pouvoir amener de la densité un petit peu dans cet axe-là. Il a rarement été servi, Anas Salahedine, et il a parfois en tout cas laissé son côté désert pour justement Chessim Talbi, pour Brahim Diaz, pas Brahim Diaz, mais Asdin Ounahi, parfois El Khanous, je crois moins. On le voit encore ici, vous voyez El Alniaoui sur cette séquence, Noussair Mazraoui et Issa Diop. On a parfois ce Maroc qui se met en mode défense à 3 avec des décrochages assez bas de Nel El Alniaoui. Vous avez Boadi qui se trouve là et Salahedine qui est sur la même ligne mais un cran plus haut. Pareil dans l'intervalle entre Manu Koné et Adrien Rabiot. Et vous avez Achraf Hakimi qui est juste ici également. Et pareil, ça je ne l'ai vu qu'après parce que vous allez encore avoir les petits traits, mais c'est une déclat de Guy Stéphane. Guy Stéphane, il est où? Il est là. On va voir encore les traits du dessin, mais c'est pas grave. Guy Stéphane avait dit avant le match, Désiré Doué va jouer avec un profil particulier pour poser beaucoup de problèmes aux Marocains. Et donc en fait, moi j'ai vu cette phrase après la première pause fraîcheur, la pause argent, la pause pub, qui mine de rien n'est pas déconnante. Je suis allé sur le réseau tranquillou en attendant que ça reprenne, et j'ai noté des trucs sur mon téléphone, et en fait tu voyais que je suis tombé sur ce déclat là, et j'ai fait ah ok, donc j'ai un peu mieux regardé Désiré Doué, et puis j'ai revu quelques séquences après derrière sur le début de rencontre de Désiré Doué, et en fait Désiré Doué, offensivement, on le verra un peu après, mais défensivement, il avait un rôle, c'était du 1 contre 1 contre Achraf Hakimi. Et donc, peu importe le positionnement d'Hakimi sur le terrain, vous avez souvent Désiré Doué qui traîne juste à côté. Les deux se connaissent par cœur forcément en tant que joueur du Paris Saint-Germain, mais Désiré Doué sans ballon a fait quand même un match très intéressant, et je trouve que sur la première heure de jeu, offensivement, c'est l'offensif qui s'est le plus montré, parce que sur la première heure de jeu, Dembélé était un petit peu fantomatique, Olysée un peu brouillon, Mbappé aussi, et mine de rien, Désiré Doué a tenté des choses, même si parfois c'était pas toujours le bon choix, le bon geste, etc. Il tentait beaucoup de choses, et je l'ai trouvé très intéressant sur la première heure, et c'est lui qui distille la passe D d'ailleurs pour Mbappé sur l'ouverture du score, donc sur ça, il n'y a rien à dire, mais il avait en tout cas sans ballon ce rôle de garder. Achraf Hakimi en 1 contre 1, tout le match, et c'est d'ailleurs lui qui va aller gagner le duel sur Hakimi pour aller obtenir le penalty derrière de Mbappé, mais on reviendra sur cette séquence-là. Mais du coup, voilà, le rôle de Désiré Doué sans ballon, il était clair, c'était enfermé Hakimi, et vous avez des latéraux marocains qui parfois allaient vraiment dans l'axe du terrain pour amener un petit peu de densité dans l'axe, libérer les côtés pour Brahim Diaz et Chessim Talbi, et forcément essayer de poser des problèmes, en tout cas à la défense française. Malheureusement, ça n'a pas forcément fonctionné pour les Lions de l'Atlas, qui cherchaient des solutions.
On l'a dit, ce 4-4-2, El Khanous Ounahi devant servait à une chose. S'il y avait des grands décrochages, on le voit ici, Asdin Ounahi, une 10e minute de jeu, qui est ici avec le ballon, qui est sous Ayoub Boadi, qui est venu descendre pour venir chercher un ballon. Et vous avez Chessim Talbi ici, qui en fait fait un appel axe. Et c'est juste ça, la volonté de Mohamed Wabi, c'est que les décrochages d'El Khanous et d'Asdin Ounahi servent à la prise d'axe pour Brahim Diaz ou pour Chessim Talbi, parce que c'est des mecs qui ont de la vitesse, et sur des ballons peut-être longs, distiller une balle en profondeur pour Chessim Talbi ou pour Brahim Diaz qui prennent l'axe, la libération de l'axe pour les ailiers qui repiquent, pour arriver avec beaucoup plus de vitesse. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que derrière cette charnière centrale, Upamecano, Saliba, non seulement c'est extrêmement solide, mais en plus c'est des défenseurs centraux qui vont très très vite, qui sont physiquement impressionnants. Upamecano, c'est monstrueux. William Saliba, c'est pas non plus un peintre, c'est excellent aussi. Et surtout dans les duels aériens, quand tu veux distiller des ballons longs, il faut les gagner. Et le Maroc n'a gagné quasiment aucun duel aérien. Je crois que la France finit avec 92% de duels aériens gagnés sur la rencontre. C'est absolument titanesque. Et la majorité de duels aériens gagnés sont par Upamecano, Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot qui ont fait les 4 là. Ce quatuor-là, Rabiot, Koné, Upamecano, Saliba, c'est monstrueux. C'est monstrueux, vraiment, c'est terrifiant. Les mecs sont trop forts. Ils sont imprenables. Ils font encore un match monstrueux. Manu Koné fait un nombre de récupérations de ballons. C'est assez impressionnant. On ira voir les stats après, mais bravo. Match assez solide. Donc voilà, les appels axiaux donc de Chessim Talbi. Ici, c'est Brahim Diaz, je crois qu'il fait l'appel axial qu'on sert en ballon aérien. Il perd le duel face à Adrien Rabiot, mais en même temps, le duel aérien, Brahim Diaz contre n'importe qui, malheureusement, il doit faire moins d'1m75. C'est assez compliqué, mais vous voyez que le Maroc, pareil, décrochage. Là, je crois que c'est El Khanous qui est là. Décrochage pour aller libérer de l'axe pour un Brahim Diaz qui vient du côté pour faire cet appel axial. Malheureusement, ça paye pas toujours et c'est des duels qui sont rarement remportés par les Lions de l'Atlas et qui ont du mal à sortir. Les ballons. Il y a quelque chose qui a rectifié très très rapidement Didier Deschamps sur ce match-là. Parce que le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, c'était assez flagrant et ils l'ont précisé sur M6. Je crois que c'est Virginie Saint-Silly qui l'a précisé parce qu'elle était à côté du banc. Vous avez donc les offensives françaises. Avec là, c'est Ousmane Dembélé, là, en l'occurrence, qui a débordé. Vous avez Adrien Rabiot sorti de surface, ça c'est la classique. Vous avez Désiré Doué, second poteau, qui est d'ailleurs tout seul. Hakimi est préoccupé par défendre son but, ce qui est logique. Et surtout, ici, c'est Jules Koundé en fait qui est là. Je sais que sur le screen, on voit pas beaucoup, c'est un peu dégueulasse, mais c'est Jules Koundé qui est dans cette zone-là. Et en fait, il y avait énormément de montées de latéraux, que ce soit Lucas Digne ou Jules Koundé. Il montait beaucoup sur la première quart d'heure, les premières 20 minutes, ce qui est logique parce que le ballon était haut sur le terrain. La France avait le ballon assez haut. Et en fait, parfois ils montaient en même temps et en fait Didier Deschamps a très très vite dit à Lucas Digne et à Jules Koundé de monter de manière alternée, de pas monter tous les deux en même temps parce que derrière en fait si le Maroc arrive à sortir, en fait tes côtés sont complètement déserts, tu leur offres de l'espace et du coup ça sera Saliba ou Upamecano et parfois Manu Koné qui est resté à 3 derrière qui devrait couvrir une largeur de 50 mètres quoi. Et donc très rapidement on a eu Lucas Digne ou Jules Koundé en fonction qui est resté derrière. Ça, c'est la classique, hein, un latéral qui monte, l'autre qui compense. Mais sur le premier quart d'heure, sur les premières 20 minutes, mine de rien, l'équipe de France et les deux latéraux ont beaucoup monté, parfois laissant leur défense un petit peu seule. Les Marocains n'ont pas réussi à sortir le ballon, mais attention quand même, parce que par exemple contre l'Espagne, qui peut-être a une faculté à sortir les ballons un peu plus haute, peut-être avec des vrais joueurs de couloir et un vrai axial, pourrait poser problème si elle passe forcément, la Belgique également. N'oublions pas nos amis belges, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Ça a été vite rectifié par Didier Deschamps et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'était réglé. Et c'était plié. Deuxième... ah oui, alors ça c'est aberrant. C'est aberrant, pourquoi là j'ai pris un exemple, 15e minute de jeu. En vrai, c'est pas la minute de jeu qui compte, c'est vraiment ça. Voilà, ça là. Tac, ce bonhomme avec ça, qu'on appelle plus communément un ballon. Achraf Hakimi, la Coupe du Monde n'est pas dingue. Très honnêtement, j'étais assez déçu. Alors peut-être qu'il est un peu émoussé de sa saison avec Paris, etc. Peut-être qu'on a des attentes beaucoup plus hautes pour un mec comme Achraf Hakimi quand on connaît ses qualités footballistiques. Sa Coupe du Monde n'est pas réellement transcendante. Et son match hier est très très compliqué. Il est passé complètement à côté Achraf Hakimi, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le nombre de déchets, quand tu es une équipe comme le Maroc qui a énormément de mal à sortir, énormément de mal à se trouver à se provoquer des situations, à se trouver des occasions, à trouver des angles pour aller ne serait-ce que frapper. Ils finissent la première mi-temps, ils ont une frappe, c'est sur un coup franc, un peu dégueulasse d'ailleurs d'Hakimi. Sinon, ils n'ont pas frappé au but dans le jeu.
les Marocains sur toute la première période. Et tu te dis, t'as quand même certaines situations sur coup de pied arrêté, il faut bien les frapper. T'as quand même des mecs qui, comme Issa Diop, peuvent amener de la taille. Alors certes, je pense que si tu fais la comparaison des tailles moyennes ou des physiques et des gabarits moyens sur les duels aériens, la France est largement au-dessus. Mais tu as quand même certains arguments. Nel El Niaoui, il peut gagner des duels aériens. Issa Diop peut gagner des duels aériens. Mazraoui, Simon, tu peux gagner des duels aériens. Voilà, et tu as un nombre de déchets. Ce premier coup franc, pour vous donner un ordre d'idée, il finit à peu près ici, là, je crois. Il finit à peu près dans la tribune. Et en fait, c'est beaucoup trop de déchets marocains sur les coups de pied arrêtés. Et donc, c'est des situations que tu négocies très mal et que tu exécutes très mal aussi. Et forcément, bah, tu amènes très très peu de danger, alors que ça aurait pu être une de tes cartouches pour faire mal et pour piquer quand il faut. Malheureusement, ça a été très mal négocié. Et Achraf Hakimi, il y a énormément de déchets, vu qu'il prenait tous les corners, tous les coups francs, que ce soit à droite ou à gauche. À un moment donné, tu as quand même d'autres artificiers côté marocain qui savent frapper dans un ballon. Bilal Khanous, il a un bon pied. Asdin il a un bon pied. Brahim Diaz, il a un bon pied. Même Chessim Talbi, il a un bon pied. Peut-être les laisser aussi, et les coups de pied arrêtés négociés notamment par Achraf Hakimi ont été très très brouillons sur ce match-là côté Maroc, et ça fait partie aussi des axes assez décevants côté marocain, c'est l'exploitation des coups de pied arrêtés qui ont été assez décevants. Sur cette image-là, oui, voilà, on a parlé de Désiré Doué sans ballon sur Achraf Hakimi, on a Désiré Doué quand la France a le ballon, qui souvent et côté gauche pour amener du danger, c'est un ailier, percussion, etc. Mais très souvent aussi, et ça fait partie de cette force du quatuor offensif des Bleus, c'est cette permutation, ce déplacement qu'ils ont de pouvoir aller dans pas mal de zones du terrain. Très souvent, Désiré Doué, on l'a trouvé ici, en axial, limite en position de numéro 8, parce qu'en fait, vous avez Adrien Rabiot qui est ici, vous avez Manu Koné qui a le ballon, Jules Koundé qui écarte à droite, Dembélé qui vient toujours dans cet intervalle latéral axial, intervalle qu'on avait montré sur France-Suède, où les 3 buts sur France-Suède venaient de cet intervalle entre le latéral et l'axe de la défense adverse. Vous avez Michael Olise qui est ici, vous avez Mbappé qui traîne un petit peu par là, et Désiré Doué qui vient en position axiale, chercher dans l'intervalle entre El Niaoui et Ayoub Boadi. On le retrouve très souvent ici aussi, Désiré Doué. Ce rôle où il repique dans l'axe, voilà, ça fait partie aussi de ces rôles-là avec ballon, c'est les permutations, c'est les changements de placement des ailiers français qui les rend assez compliqués à prendre. Et le Maroc l'avait compris parce qu'ils avaient mis en place une défense en zone et pas une défense individuelle. C'était peut-être la meilleure chose à faire parce que en fait, les mecs permutent tellement tout le temps, tellement souvent que tu peux pas mettre de marquage individuel sur ces types-là. Ou alors, il faut des gars qui ont 8 poumons et qui font 25 bandes par match. Mais bon, ça, t'as du mal à trouver. Et c'était assez compliqué. Mais oui, là, souvent Désiré Doué venait dans cet intervalle-là. On retrouve encore une fois sur cette situation-là. Désiré Doué, tac, je sais même plus où il est. Mais voilà, le bloc marocain était en zone. Et on a aussi parfois les montées d'Adrien Rabiot. On l'avait illustré contre la Suède, parce que très souvent Adrien Rabiot, il aime bien faire soit les appels sur le côté gauche second poteau, soit même quand le ballon est côté gauche, faire ces appels-là toujours entre le central et le latéral. Toujours dans ce demi-espace-là, Adrien Rabiot, quand il fera un appel offensif, sur cette Coupe du Monde depuis le début, c'est ici, c'est cette zone-là qui est visée. Et c'est une zone qui est assez dangereuse parce que ça t'ouvre l'espace du but, ça oblige le latéral à défendre dans ton dos, et ça t'ouvre pas mal d'angles, mais Adrien Rabiot fait très très souvent ça, et contre la Suède, ça avait quasiment porté ses fruits parce qu'il a eu de belles occasions, et contre le Maroc, il l'a fait plusieurs fois, on le voit encore une fois cette reprise-là, toujours dans cet intervalle-là entre Hakimi et Issa Diop. Adrien Rabiot s'infiltre, passe, c'est bien couvert par Ayoub Boadi ici, mais on a toujours cette idée de projection d'Adrien Rabiot qui fait une Coupe du Monde monstrueuse, que ce soit avec ou sans ballon, ce mec-là est indéboulonnable. C'est assez impressionnant, vous imaginez... qu'il y a un an, il y a un club qui a décidé de le virer. Mais bon, on ne reviendra pas sur ça. Mais c'est quand même assez fou. Et encore une fois, la Coupe du Monde, la doublette, la Manu Koné, Adrien Rabiot, le match est titanesque. C'est assez impressionnant, mais grosse activité d'Adrien Rabiot, notamment quand la France a le ballon, c'est assez impressionnant. Et le Maroc là, ce Maroc-là, en attendant, aurait pu essayer de sortir. Et vous voyez, là, il y a une sortie longue. Chessim Talbi a eu un ballon, il a voulu jouer, mais en fait, Chessim Talbi, regardez, il a voulu faire une talonnade, il n'y a personne. Il y a Asdin Ounahi qui est là, mais en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Français, 2 Marocains. On est dans le dernier tiers de l'équipe de France, on a un contre pour le Maroc. Et en fait, tu te dis, mais et au bout de 25 minutes, légitimement, enfin même au bout de 20 minutes plutôt, tu peux légitimement te dire, oh, le Maroc a été décevant, ils sortent pas, c'est compliqué.
Et en fait, les Marocains ils sont sortis une fois. Voilà. 24e minute de jeu, 21 secondes. Voilà, retenez le temps. Le Maroc sort. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Marocains qui sont à l'attaque. Vous avez eu un petit dédoublement entre Ayoub Boadi et Brahim Diaz. Vous avez les 4 offensifs qui sont là. Chessim Talbi, Ounahi, El Khanous, Brahim Diaz, Hakimi qui est également monté. Vous avez donc 6 Marocains qui sont montés pour aller chercher du danger, amener du danger, créer quelque chose. C'est la première fois du match que le Maroc sort avec autant de joueurs dans la partie de terrain française. Et ben, contrôle de postier d'Hakimi, récupération de Désiré Doué. On est 2 secondes plus tard, 4 secondes plus tard. Michael Olise, il est trouvé par, je sais plus si c'est Rabiot ou Doué qui va lui donner, du coup, récupération de Désiré Doué. Contre français. Et en fait, vous savez ce qui va se passer. C'est du 3 contre 4. À ce moment-là, vous avez Dembélé, Mbappé, Olise. Il y a El Niaoui qui est resté, Salahidine qui fait l'effort, Mazraoui, Issa Diop. Et en fait, regardez l'espace que vous avez à exploiter, en fait. Regardez l'espace. Vous savez très bien ce qui va se passer. Le Maroc est sorti pour la première fois du match. Et en fait, derrière, c'est Michael Olise qui... Voilà, Issa Diop défend sur la même ligne que Mazraoui. On trouve Mbappé. Et regardez l'espace qu'il y a entre Mbappé et les joueurs, en fait. Cet espace-là, c'est trop grand. Vous avez le but qui est ouvert. Vous avez la vitesse de Mbappé. Et vous avez une profondeur à exploiter qui est monstrueuse. Et forcément, ben voilà, le Maroc a voulu sortir une fois contre. Exploitation de l'espace parfaite de l'équipe de France qui est remarquable dans ces zones-là. Penalty pour l'équipe de France. Et en fait, c'est tout simplement ça. C'est qu'en fait, cette équipe de France-là, tu ne peux pas te livrer. Tu ne peux pas attaquer offensivement comme tu peux espérer le faire. Parce que si tu te projettes, il faut être sûr que tu ne rateras pas ton contrôle, tu ne rateras pas ta passe. Et il faut être sûr d'une chose, tu finis ton action. Parce que si tu finis pas ton action contre l'équipe de France et qu'il y a récupération de ballon, derrière, sur l'exploitation de l'espace, sur les attaques rapides, c'est des tueurs, en fait. Et c'est pour ça que le Maroc a pas voulu, je pense, a pas voulu sortir parce que et a été entre guillemets un peu frileux parce qu'en fait ils ont essayé une fois, ils ont pris un contre, ça a fait péno. Alors le péno il peut être un petit peu généreux parce que Mbappé peut-être plonge un peu avant que Mazraoui le touche, mais Mazraoui est-ce qu'il a besoin de défendre en taclant, est-ce qu'il peut pas continuer à défendre debout? Encore une fois, je suis pas dev central, je suis un piètre footballeur, je vais pas commencer à donner des leçons comme ça, mais l'équipe de France a planté un contre, penalty. Penalty qui a mis du temps, hein. Je crois que sur le penalty, si je dis pas de conneries, on est sur... attendez, j'ai le screen. Tac. On est sur 3 minutes 13, voilà. Entre le moment où le penalty est sifflé et la frappe de Mbappé. C'est beaucoup trop long, je sais pas ce qu'ils ont branlé à la VAR, ils ont check, puis après ils ont recheck. Bon, il n'y avait pas rien à check, hein. C'était cajou, il n'y avait pas faute sur Hakimi, balle récupération de Désiré Doué. Mbappé qui le frappe très très mal, mais en même temps le temps d'attente est très long. Et ce qui fait que Yacine Bounou n'a pris que 2 des 9 pénaltys qu'il a concédés en Coupe du Monde. Voilà. Il en a sauvé 4 et il y en a 3 qui ont raté le cadre. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce mec est un monstre sur cette Coupe du Monde, enfin sur cet exercice-là, pardon. C'est un monstre absolu. Et puis il fait encore une Coupe du Monde stratosphérique. Il fait un match en plus, encore une fois, monstrueux. Bravo monsieur Yacine Bounou, parce que vous êtes un des très très grands de cette Coupe du Monde, encore une fois, comme en 2022. C'est monstrueux, absolument monstrueux, et c'est un sacré gardien quand même qu'on a là, avec les noms de l'Atlas, mais voilà. Ça, c'était pour illustrer. Le Maroc a voulu sortir une fois, un contre, terminé. Et en fait, tu comprends pourquoi cette équipe de France-là fait peur à tout le monde. Et en fait, si c'est l'Espagne qui sort, moi, c'est une de mes interrogations, c'est que si l'Espagne se qualifie contre la Belgique et doit affronter l'équipe de France, on a vu l'Espagne sur énormément de séquences avec le ballon, jouer très haut, défendre parfois à 50-60 mètres de ses buts, où Laporte et Koubarsi sont très très hauts dans la partie de terrain adverse, avec du coup Correa qui monte énormément sur son côté gauche. Mais est-ce que si tu affrontes l'équipe de France, tu prends ce risque-là quand tu es Luis de la Fuente, en fait? Parce que derrière, tu sais que s'il y a un contre, et sur l'exploitation de l'espace, tu te fais bouger complet, en fait. Donc je suis très curieux de voir. Et si c'est les Belges, pareil, est-ce que les Belges oseront monter avec De Kuipers et avec Castagne? À voir. La position des latéraux adverses, mais c'est une des interrogations qu'il faut avoir quand tu affrontes l'équipe de France, c'est que fais-tu de tes latéraux? Est-ce que tu les fais monter aussi haut? Et ben, tu l'as fait une fois, enfin les Marocains l'ont fait une fois, ils ont été punis, et c'est ça qui est terrifiant avec cette équipe de France. Seconde période, on est sur le but de Kylian Mbappé. Alors moi, je vous invite juste à regarder la séquence. Est-ce qu'il y a main d'Adrien Rabiot? Moi, je trouve que c'est très léger à siffler, donc voilà, sur ça, bon, peut-être que si c'était une autre équipe, il la sifflerait, je sais pas, mais bon, j'aurais pas sifflé non plus. Mais c'est Adrien Rabiot qui va gagner le duel aérien, surtout.
Et je vous invite à re-regarder le but parce que l'enchaînement de Désiré Doué là, oh, le bonhomme. Ballon au sol, passe entre les jambes d'El Niaoui, ça va hyper vite. La vitesse d'exécution de Désiré Doué, c'est monstrueux. Sur la première heure de jeu, on est à la 59e, c'est le meilleur français, offensivement je parle, hein, sur les 4 de devant, c'est lui qui est le meilleur joueur parce que, on l'a dit, Dembélé a été trop un peu invisible sur la première partie de match. Olysée a été très brouillon et Mbappé aussi, mais sauf que là en fait, Mbappé a décidé. Voilà. Mbappé a raté le penalty, il nous a fait une petite scénario à la Messi, il a raté le péno, il a pris le ballon. Pareil, le contrôle, exécution, frappe, contrôle-frappe est allé très très vite. On l'a dit, Issa Diop, sur la toute première situation du match, était un peu loin de Mbappé, mais là il est encore un peu loin aussi de Mbappé parce qu'il permet de laisser le temps de frapper. Mbappé est encore une fois dans ce carré entre El Niaoui, Hakimi, Diop et Boadi. Dans ce carré-là, comme on les aime, dans cet intervalle-là entre central et latéral, comme on les aime, et ça fait frappe, ça fait cajou, la finition est parfaite, c'est un monstre. Juste bravo. Juste bravo, la finition est terrible, elle est parfaite et Mbappé va inscrire son 20e but en 20 matchs de Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte du ratio, il a un ratio de 1 but par match en Coupe du Monde. Il y a des mecs qui font pas 20 matchs de Coupe du Monde dans leur vie, déjà 20 matchs de Coupe du Monde c'est énorme, mais le mec a fait 20 buts en 20 matchs. Je sais plus quoi dire, on a manque de superlatifs, c'est sa compétition, et c'est absolument monstrueux. Ça c'est le but de Dembélé. On a enfin vu au bout de 65 minutes de jeu, on est sur une attaque rapide parce que les Marocains sont obligés un petit peu de sortir, on est sur cette situation de 4 contre 4, tac, avec un Koundé qui est encore une fois très haut, mais Koundé j'en ai pas beaucoup parlé, mais beaucoup de fois il vient s'insérer toujours dans les intervalles, dans ce demi-espace là, très haut aussi, on l'a vu sur les autres matchs là, il l'a refait sur ce match là. Donc on a Koundé contre Talbi, on a les 3 milieux de terrain, enfin les 3 là, Marocains qui sont cuits, hein, c'est mort, voilà, fini. Et vous avez donc Mazraoui, Hakimi, Issa Diop. Vous avez, je pense que c'est Désiré Doué peut-être là-bas qui fait l'appel. Vous avez Dembélé, vous avez Mbappé, et en fait Mbappé va faire cet appel ici, toujours dans viser l'intervalle entre Diop et Hakimi, pour attirer Issa Diop et libérer l'espace pour Mbappé. Et en fait, ça a extrêmement bien marché. Et pour libérer l'espace, par exemple, pour Dembélé, ça a extrêmement bien marché. Appel qui oblige Issa Diop à couvrir, en fait, parce que, encore une fois, je suis pas dev central, donc je sais pas s'il y avait une bonne solution à faire pour Issa Diop, parce qu'en fait, il est obligé de couvrir la potentielle angle de passe ici, donc il fait ce petit décalage ici, mais d'un autre côté, s'il choisit de sortir sur Dembélé, pas fermer cet angle-là, est-ce que Dembélé peut pas simplement l'éliminer avec un crochet parce qu'il arrive avec beaucoup de vitesse, et on sait que Dembélé forcément il a la qualité, et s'il décide de juste cadrer, bah à un moment il va reculer jusqu'au parking, quoi. Donc en fait je suis pas def central, donc je sais pas s'il y avait un bon ou un mauvais choix à faire pour Issa Diop. En attendant il a fait le choix de couvrir l'appel de Mbappé, de faire le petit décalage là, ce qui en fait a ouvert l'angle de passe, l'angle de frappe pour Ousmane Dembélé, qui avait juste à se mettre là-bas et frapper, terminer. On sait que dans ces angles-là, il peut frapper pied gauche, il peut se mettre sur son pied droit comme il l'a fait, finir. Yassine Bounou, peut-être pas exempt de tout reproche, mais qu'est-ce que tu veux reprocher à Yassine Bounou sur cette Coupe du Monde? Ça fait 2-0 et la France se qualifie sans trembler, très très honnêtement, contre un Maroc qui a été dans le jeu broyé complet par cette équipe de France-là qui est absolument terrifiante. Je le disais en intro, j'ai jamais vu une équipe de France, moi de mon vivant, aussi forte que sur cette Coupe du Monde-là. Franchement, c'est impressionnant. On le dit depuis les 16e de finale, j'ai jamais été aussi serein avec l'équipe de France. Et j'ai jamais été aussi serein parce que derrière, Rabiot, Saliba, Koné, on a dit qu'on regardait les stats, mais Manu Koné, l'activité, elle est monstrueuse. 92% de passes réussies, mais en termes de... Il a 47 ballons touchés, 6 ballons touchés en dernier tiers, mais alors les actions défensives, c'est juste monstrueux. 6 ballons récupérés, 3 duels gagnés sur 4, c'est juste monstrueux. Ou pas Mécano derrière, pareil, c'est le patron, le mec, il n'y a rien qui bouge, c'est terrifiant. William Saliba, c'est pareil. Le mec est monstrueux. Adrien Rabiot fait un match. Voilà. Le quatuor de derrière, c'est juste stratosphérique. Adrien Rabiot a remporté tous ses duels aériens. Enfin bref, c'est juste absolument monstrueux. Les 4 offensifs de devant, mine de rien, même s'ils sont un peu moins bien, genre Dembélé, on t'a dit qu'on l'a pas vu pendant la première heure de jeu. Il sort du bois à 65e minute de jeu pour caler un 2-0. Voilà. La petite info, c'est la sortie de Mbappé. Est-ce que... attends, on a tous tremblé. Mais il pourra tenir sa place en demi-finale selon Fabrice Hawkins, le journaliste RMC. C'est la cheville qui a inquiété le staff de l'équipe de France qui check énormément, c'est sa cheville, c'est pas musculaire. C'est la cheville qui avait été victime du tacle de Loïc Perrin en finale de Coupe de France 2020, vous vous en souvenez.
Là, pour la dernière de Loïc Perrin, malheureusement, qui n'est pas fait exprès, mais qui est pris rouge. Et Saint-Etienne qui avait perdu cette finale de Coupe de France sous Covid. Malheureusement, je serais curieux de regarder les 11 de cette Coupe de France, mais bon, bref. C'était l'analyse tactique de ce France-Maroc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On attend l'Espagne-Belgique, le Norvège-Angleterre et le Argentine-Suisse, qu'on analysera également les 3 matchs si ça vous plaît. On pourra le faire. Espagne-Belgique ce soir. Le Rudy Ball. Est-ce que Rudy Garcia peut faire l'exploit et d'aller sortir l'Espagne? Je voyais la Belgique quart de finaliste et perdre contre l'Espagne dans mon tableau. C'est un de mes rares bons pronos pour l'instant. On verra si ça se confirme. Mais encore une fois, très curieux de voir ce que va proposer cette Belgique-là qui, mine de rien, monte en puissance, qui a eu ce match tournant contre le Sénégal. Un match extrêmement abouti contre les États-Unis, donc ça ne sera pas une mince affaire pour des Espagnols qui n'ont pas été flamboyants contre le Portugal, mais qui ont su faire le job et pas être inquiétés. On rappelle que l'Espagne n'a toujours pas pris de but dans cette Coupe du Monde. Et ça, si l'Espagne débarque avec 0 but encaissé contre l'équipe de France, je serais très très curieux de voir ce qui va se passer. Et même un petit France-Belgique, un jour de fête nationale en demi-finale de Coupe du Monde, je pense que les Belges auront cette niaque-là. Et je serais aussi très très curieux de voir cette opposition. Donc vraiment, très très curieux de voir ce qui va se passer ce soir sur Espagne-Belgique. Ça va être hyper intéressant. On se retrouvera évidemment demain pour l'analyser. En attendant, vous pouvez vous abonner, liker, vous connaissez la musique, la chanson, vous répète ça tous les jours. Ça nous fait plaisir. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon Espagne-Belgique. On se retrouve dès demain. Ciao tout le monde.